Je vous propose d'enchaîner avec notre seconde table ronde organisée par la communauté des offreurs de solutions du Grand Est. Osez la transformation de votre industrie. Alors avec nous, enfin avec moi surtout, mais devant vous, donc Christophe Moignet de Siemens, entreprise fortement engagée dans l'énergie, la santé, l'industrie, le bâtiment. Mais Christophe qui est aussi très actif, et on en a beaucoup parlé avant sur les approches écosystémiques, notamment parce qu'il n'y a pas que ça, auprès de l'Alliance Industrie du Futur, qui justement a contribué à définir le catalogue de ce qu'on appelle les briques technologiques et donc les offres de solutions, et contribue à leur labellisation en lien avec CCI Business notamment. Capcode, qui est avec nous, donc Benoît Decavel, qui est une entreprise sur la partie numérique, qui accompagne les entreprises dans ces transformations notamment, et qui est également, pareil, impliqué dans Numéum, donc, qui est anciennement Syntec Numérique, en quelques mots, qui regroupe donc toutes ces entreprises autour de l'informatique et qui accompagnent les entreprises sur les transformations numériques notamment, et qui est offreur de solutions, tout comme Siemens et comme moi-même au sein d'Elixir Strasbourg. Grégory Bichette qui nous a rejoint donc de CMS Automatisme, donc sur tout ce qui est, comme son nom l'indique, et qui a un beau stand CMS Automatisme avec une belle démonstration notamment de robots, et puis on va en reparler un petit peu de ces approches, qui a vraiment envie d'avoir une approche écosystémique, donc on va en parler après. Les fournisseurs sont des partenaires, c'est ça? On va y revenir. Et puis François Tindel, qui est un nouveau venu parmi la communauté des offreurs de solutions du Grand Est, en tout cas, qui est sur toute la partie supervision, solutions digitales, management visuel, etc. Je dis etc. parce qu'on va le développer quand même en quelques mots. Sans plus attendre, donc, comme toutes les tables rondes, aujourd'hui on a demandé à Christophe Moignet donc, de nous faire une petite introduction sur ces questions de transformation, de quoi on parle finalement. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, tu l'as dit, je fais partie du groupe Siemens, mais ce n'est pas cette casquette que je vais mettre en avant cet après-midi, c'est plutôt celle du GIMELEC. Donc je suis référent régional du GIMELEC, qui est le groupement des industriels des métiers de l'électricité, et à ce titre, membre de l'Alliance Industrie du Futur. Donc l'industrie du futur, c'est finalement, si vous voulez, un regroupement des différentes associations de métiers, que ce soit de l'électricité, de la mécanique, de l'enseignement également, qui permettent d'apporter une réponse au niveau de l'État et au Premier ministre directement par rapport au plan d'investissement que l'État décide auprès des entreprises, et notamment dans le cadre du plan France Relance. Donc aujourd'hui, ayant cette casquette depuis maintenant près de 5 ans, j'ai un petit peu de recul finalement sur où en est la région et où en sont les industriels. Et je voulais partager avec vous un petit peu le chemin parcouru, qui est le titre, et où nous en sommes, sachant que c'est une route et qu'elle démarre, mais elle ne s'arrête pas, et que c'est un changement continu. Et que l'horizon est un peu flou. Et que l'horizon est un peu flou, mais il l'est pour tout industriel, et quelle que soit sa taille, mais j'aurai l'occasion d'en parler encore un petit peu après. Donc, je voulais simplement vous partager. Alors, le but, ce n'était pas de vous abreuver de chiffres, de données, de citations hautes, mais je me suis permis quand même de faire un petit extrait d'une étude qu'Accenture a menée dans le cadre de l'Alliance Industrie du Futur, donc en toute neutralité, auprès de 450 entreprises françaises de tout secteur, de tout type. Et je me suis permis de faire un petit verbatim des principales conclusions. Alors, si vous voulez plus de détails, je la tiens à disposition, bien naturellement. C'est une étude qui est rendue publique. Et on constate finalement, en synthèse des 4 points que j'ai pu mettre à l'écran, qu'aujourd'hui, la transformation qu'opèrent les industriels est en route, mais elle est schématiquement trop lente. Trop lente pour plusieurs raisons, que l'on peut expliquer principalement par une méconnaissance, parce que beaucoup d'industriels ne savent pas par quel bout le prendre, en toute franchise, entendent beaucoup parler de digitalisation, d'industrie du futur, d'industrie 4.0, mais qu'est-ce qu'on y met derrière? Et en fonction de l'interlocuteur qu'ils rencontrent, ils ont un discours qui peut être différent et vraisemblablement plutôt lié à ce que l'interlocuteur a à promouvoir comme solution ou ce qu'il a au catalogue à vendre, pour faire court. Donc l'idée, c'est de dire, bon voilà, on se met au-dessus avec l'Alliance Industrie du Futur notamment, au-dessus de la mêlée, et on ne parle pas de solution particulière, on parle d'une démarche. Et dans le cadre de cette démarche, l'idée, c'est que l'entreprise puisse s'intéresser et finalement ne pas avoir de crainte dans le fait d'aller vers cette transformation, cette évolution
Ce n'est pas une révolution, je précise bien, c'est bien une évolution, et prendre en fonction de son niveau de maturité et de ses besoins, s'intéresser aux différentes solutions qui existent aujourd'hui, qui sont innovantes, qui n'existaient pas peut-être il y a une vingtaine d'années, pour certains qui existaient mais qui n'étaient pas encore mises en œuvre. Et donc, c'est comment est-ce qu'on fait pour franchir étape par étape, pas après pas, cette évolution pour se rendre finalement vers ce qu'on appelle une entreprise digitale numérique. Et pourquoi, vous me direz, pas pour le plaisir de l'être, bien entendu, c'est qu'il y a une compétition en face, une compétition européenne, mondiale, à laquelle il faut faire face. Et donc, le meilleur moyen d'y faire face, c'est en faisant un petit peu cet état des lieux, qui sont les bonnes pratiques de ces fameux concurrents de nos industriels, et en regardant ce qui fait un petit peu la différence, c'est le fait notamment qu'ils aient entamé cette démarche de modernisation au sens large de leur outil de production, de leurs organisations. Donc, l'objectif de l'industrie du futur, et finalement de tout l'écosystème qui gravite autour, c'est bien d'accompagner cette transformation, cette évolution. Et de préparer des ressources humaines notamment, parce qu'il y a un gros volet... Alors j'en parle après effectivement, puisque je vais quand même vous citer le cas, alors que je connais le mieux naturellement, qui est Siemens, mais effectivement les ressources humaines sont un élément clé essentiel. On parle souvent de technique, de technologie, mais sans l'humain, sans l'implication de toutes les strates d'une entreprise, et quelle que soit sa taille, vous pouvez être sûr que tout projet risque d'être voué à l'échec parce que tout le monde ne se sentira pas embarqué, impliqué, informé pour pouvoir mettre en œuvre et prendre part à sa manière, à son échelle, au projet, à cette démarche. Donc je parlais de démarche, alors pour l'industriel certes, mais par rapport à finalement à cette sensibilisation, cette crainte, cette découverte, ce temps qui n'est pas toujours offert aux industriels qui ont aussi un quotidien qui est d'assurer une production et finalement de faire vivre l'entreprise, c'est de voir un petit peu, malgré tout, d'essayer de prendre un peu de recul, alors de le faire de façon autonome si on en est en capacité, si on a les ressources suffisantes, et si ce n'est pas le cas, de se faire accompagner. Et en fonction finalement de la maturité dont je parlais au début de mon intervention, de regarder où on se situe. Alors, c'est représenté sur ce cycle-là, alors qui n'est pas fini, puisque l'objectif, c'est de reboucler, mais c'est d'être en permanence à l'écoute un petit peu de ce qui se fait, des bonnes pratiques, des différentes solutions qui existent, de ce que ça implique dans son organisation aussi, peut-être comme évolution, comme changement, et de regarder qui est en mesure d'accompagner ça. Alors, ça peut être humain, ça peut être technologique, j'en ai parlé, mais ça peut être également financier, bien entendu, puisque ça reste un investissement, un risque qu'il faut potentiellement dérisquer ou en partie dérisquer. Et pour cela, il y a différents offreurs au sens large de solutions, d'accompagnement qui existent au travers du parcours que l'on voit à l'écran et qui sont basés localement, régionalement et je vais dire qui travaillent globalement de concert. Et c'est ce qu'on voit un petit peu autour de la table aujourd'hui, mais vous aurez plus d'explications par la suite. Et justement, du coup, cette démarche, vous l'avez faite chez vous ? Exactement. Alors, je parlais d'un exemple très concret et je vais prendre celui que je connais le mieux naturellement, qui est le groupe Siemens, et en particulier notre site d'Agno, parce que ça reste un site de production avec une volonté d'un directeur de site. Alors, vous me direz, Siemens, c'est une grosse entreprise. Certes, mais la démarche est la même, quelle que soit la taille d'entreprise, pour en avoir accompagné de différentes tailles, de la PME, TPE. Il n'y a pas la notion, je dirais, de taille. Il peut y avoir après une notion d'envergure par rapport au déploiement, mais la démarche reste toujours la même. Et donc, ce qu'on a décidé il y a près de 8 ans maintenant avec la direction du site d'Agno, c'était de se faire tout simplement déjà un état des lieux, de où on en était, où on voulait aller et quelles étaient les technologies auxquelles on devait s'intéresser. Donc, on s'est fait ce qu'on appelle en anglais une roadmap, un planning, finalement, un calendrier sur les différentes technologies avec une priorité. Parce qu'on s'est dit, on ne peut pas tout attaquer en même temps, ce n'est pas possible, c'est le meilleur moyen d'arriver nulle part. Donc, on s'est donné un échelonnement, une approche qui a permis d'arriver à cette planification. Et cette planification est revue annuellement. Parce qu'en fonction du marché, des besoins, des évolutions, naturellement, comme tout bon planning, ça donne un fil conducteur, mais ça doit être aussi l'élément que l'on remet en cause en permanence pour voir si on est sur le bon fil, sur la bonne voie et dans la bonne démarche. Donc l'idée, en présentant finalement ce parcours qui implique l'ensemble des ressources, je l'ai dit dans la présentation, ce n'est pas uniquement technique, mais c'est financier, c'est humain avant tout, j'insiste dessus, parce que tu avais raison de le rappeler tout à l'heure, Bernard. Sans l'humain, une nouvelle fois, on peut mettre toutes les technologies, elles ne fonctionneront pas nécessairement comme on le souhaite. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on met toutes ces ressources, on les implique dans un projet que l'on révise de façon continue, pour pouvoir conduire ce changement de façon continue et progressive. Donc voilà, c'était un petit exemple que je voulais partager, que je pouvais partager, étant bien placé et l'ayant vécu.
Et tu en parlais avant, hein, donc c'est bien une approche, tout un écosystème. Alors exactement. Donc quand je vous disais qu'il faut être accompagné, on a vu tout à l'heure le cheminement en fonction du degré de maturité et des différents besoins, qu'ils soient technologiques, financiers ou humains. Vous pouvez avoir une certaine autonomie sur certains sujets, d'autres pas. Et donc c'est pour ça qu'il y a un écosystème régional qui existe aujourd'hui, qui est fédéré, je veux dire globalement, autour de la région Grand Est, et qui permet de répondre à vos besoins. Alors qu'il soit en termes de diagnostic, déjà pour faire un état des lieux, prendre un peu de recul, sortir le nez du guidon et venir se faire auditer en toute transparence. Ça fait partie d'un accompagnement qui est, je le précise, gratuit, qui vous permet de faire un petit peu un état des lieux, votre fameuse feuille de route, de la construire pour regarder déjà où vous en êtes. Et puis de sortir les premières pistes sur lesquelles vous souhaiteriez travailler et sur lesquelles cela mériterait d'être, je vais dire, travaillé ou d'investiguer un peu plus. Et pour cela, il y a tout un écosystème qui intervient aux différentes étapes, que ce soit lors de l'audit au travers de la région ou de la CCI, peu importe le levier que vous prenez. Et puis, il y a des acteurs, qu'ils soient financiers, on parle de BPI, on parle de la région une nouvelle fois, mais qui est finalement le financeur et BPI. Et puis, le Gimela que je représente pour tout ce qui est partie automatisation, électricité, mais il y a également le CIMOP pour la machine-outil, il y a des personnes qui sont compétentes dans l'aspect humain, évolution, comment on gère la transformation, la gestion des compétences. Et il y a également tout un écosystème d'offreurs de solutions, et c'est là où on arrive à la thématique de cet après-midi, qui sont des gens qui peuvent vous accompagner au niveau déjà de la réflexion, mais après de la mise en œuvre, parce que c'est bien beau de lever un plan de transformation, je vais appeler ça comme ça, ou en tout cas de solutions technologiques qu'il serait bon d'étudier et de mettre en œuvre, mais encore faut-il des gens pour le faire. Et l'idée étant d'essayer de concentrer au travers de la communauté des offreurs de solutions un point unique d'entrée qui permettrait d'avoir les différents offreurs de solutions, et quelles que soient finalement les technologies, l'approche ou le besoin, mais en un lieu unique, de soumettre votre besoin et dire, voilà, moi j'ai tel sujet à l'instant T, tel au singulier ou au pluriel, peu importe, qui peut au sein de la communauté nous accompagner et est en mesure de le faire. Et c'est là qu'il y a tout l'intérêt de la communauté des offreurs que vous voyez autour de la table. Alors, on est 5 offreurs justement sur cette table. Bon, moi, j'interviens, donc je ne me mets pas là-dessus. Justement, François Tinel, nouvellement arrivé parmi la communauté des offreurs. Moi, ce qui m'intéressait quand on a préparé la table ronde, c'est notamment ton parcours. Chef d'entreprise, directeur d'usine, dans les organisations syndicales. Tu es un transformateur aujourd'hui, puisque tu as monté une structure pour essayer de booster ça. Par rapport à ce que vient de présenter Christophe et par rapport à ce que tu vois finalement, c'est quoi tes Non, moi je peux remarques? qu'abonder dans le sens de ce que Christophe vient de dire. Je pense même que c'est un peu difficile de passer derrière lui. Il a tout dit quasiment. Mais oui, moi je viens effectivement de l'autre côté, hein, de la barrière, puisque je suis encore directeur industriel il y a moins de 6 mois. Une de mes dernières missions, un de mes derniers projets, ça a justement été de digitaliser les usines dont j'avais la charge. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans le monde du digital. Je me suis rendu compte que c'était finalement, je dirais, des outils avec une force incroyable, on va dire, en tout cas avec un levier de l'amélioration de la performance incroyable. Et c'est pour ça que je me suis lancé justement dans cette aventure des solutions digitales. Moi, je dirais juste un petit bémol, peut-être pour quand même mettre un peu de débat autour de la table. C'est quand tu disais tout à l'heure, c'est pas une révolution, c'est juste une évolution. Moi, vu de l'intérieur, dans le type d'entreprise dans lequel j'ai travaillé, je dirais qu'on a tellement un peu loupé ou dans tous les cas effacé la troisième révolution industrielle, c'est-à-dire celle de l'automatisation, qu'on a préféré remplacer par, on va dire, de l'externalisation vers des pays low cost, que finalement il y a un gap qui est beaucoup plus important qu'on ne pourrait le croire entre la situation actuelle d'un certain nombre d'acteurs industriels, y compris dans la région, et pas nécessairement des petites PME, et les outils qui sont aujourd'hui mis effectivement à la disposition sur le marché pour pouvoir franchir finalement une nouvelle étape. Donc c'est pour ça que je dis toujours qu'il y a d'abord un besoin d'acculturation. Je pense que c'est aussi pour ça qu'un certain nombre d'entre vous sont là aujourd'hui à cette conférence, parce qu'on parle de beaucoup d'outils que moi-même, il y a encore 6 mois, je ne comprenais pas, en tous les cas, quand on me parlait de big data, d'IoT, de plein de choses dans ce sens-là, d'IA. C'était assez sombre, on va dire, en tout cas pas très clair. Et je pense qu'il y a besoin, effectivement, de faire passer cette étape
aux chefs d'entreprise et de leur expliquer qu'au-delà de ces outils, il y a tout ce que tu disais avant, je ne vais pas y revenir, mais cette nécessité de changer nos organisations, cette nécessité d'être ouvert à tout ça et d'utiliser finalement le bon outil qu'on finira par découvrir, mais en partant d'un besoin et d'une roadmap pour améliorer sa performance. En préparé, tu insistais sur la notion de ta volonté de simplifier le discours, justement, parce que oui, c'est un monde complexe. Oui, voilà. Vu de l'extérieur, dans tous les cas, c'est complexe. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé, j'ai mis 3-4 mois à me faire expliquer en permanence les acronymes, effectivement, les outils technologiques qu'il y avait derrière chacun de ces acronymes. Et donc, je me force aujourd'hui, effectivement, à chaque fois que je vais chez un prospect ou chez un client, à d'abord commencer par cet effort d'acculturation. Alors, soit par mon propre discours, parce que petit à petit, j'ai essayé de trouver des moyens de l'exprimer un peu différemment, soit en utilisant aussi les outils d'acculturation qui sont en train de se mettre en place petit à petit. Donc on peut parler du Matern Lab qui va bientôt démarrer, on peut parler du CETIM. J'ai vu qu'effectivement il y avait une intervention du CETIM de matin pour ceux qui seront là, avec Francis Creusot qui est le pilote du Quatrium, qui va justement aussi mettre en place un démonstrateur de toutes ces solutions digitales qui existent aujourd'hui sur le marché et qui peuvent servir aux entreprises. Et puis bien évidemment, c'est aussi pour ça que j'ai rejoint la communauté des offreurs de solutions. C'est pour avoir une action collective, on va dire, d'acculturation des entreprises, y compris aujourd'hui sur le salon. Alors du coup, Benoît, je vais te prendre le micro. J'ai quelques questions pour toi, parce que on a vu avant dans l'écosystème, il y avait déjà le logo de Numéum. Vas-y Bernard. Que ce soit avec Capcode ou avec Numéum, l'accompagnement des entreprises, pour toi, c'est assez fondamental. Il faut commencer par là quand même. Je dirais que déjà, moi, je ne serais pas au CPM sans l'ACOS, parce que venir tout seul, je ne verrais pas forcément le sens. Je vais expliquer pourquoi. Et deuxièmement, Numéum, je me rends porteur du message Numéum, parce qu'on est des centaines d'entreprises qui faisons ce noble métier de concevoir et développer du logiciel pas standard, du logiciel spécifique. Et dans le cadre de cette démarche, justement, si on revient à la notion de simplification, sur lequel vulgarisation, simplification, expliquer les choses. Le but du jeu, pour toute entreprise qui va être dans Numéum, ce domaine numérique, c'est de démystifier la chose, expliquer, simplifier. Et en toute logique, on démarre un projet avant de le démarrer par un accompagnement, un pré-audit, pour aller cibler non pas « tiens, je te parle d'une solution technique », mais plutôt parler aux métiers, aux équipes, aux opérateurs, jusqu'aux opérateurs, de dire c'est quoi qui va te simplifier la vie. Et là-dessus, on va plutôt parler de comment on va cibler des tâches répétitives, des tâches qui ne motivent pas les équipes. Voilà, comment aider les équipes à plus se concentrer sur leur cœur de métier. Voilà, et en travaillant également sur ce qu'appellent les Américains des quick wins. En français, ça donne quoi? Victoire rapide. Voilà, petite victoire rapide. Petite victoire rapide. Donc ça, je pense que dans la partie plus Numéum, qui est une partie assez légère, on va dire, la notion de simplification, elle peut très facilement se faire. Donc plutôt de parler code C#, Angular, que sais-je, Python, non, il vaut mieux parler de tâches répétitives d'opérateurs de production. Donc si déjà on arrive à traduire de cette manière, Bernard, est-ce que je vais dans le sens de... Ce qu'il y avait écrit? Oui. Et de l'attente de simplification. Non, mais en fait, ma question, parce que quand tu dis ça, quand quelqu'un vient te sollicite, Capcode ou autre, peut-être que lui, souvent, il va te solliciter, il a déjà une réponse, enfin voilà, il me faut ça. Comment tu remontes à la problématique, souvent, et c'est peut-être pas la bonne personne finalement en face de toi pour remonter à la problématique? Alors c'est ça. Si on est au niveau gérant d'entreprise, il faut peut-être aller, et même sûrement, sur les responsables métiers. C'est pour ça que j'insistais aussi sur les opérateurs de production. Il y a un autre point qui est essentiel avant de démarrer un projet, c'est un maquettage. Assez vite montrer quelque chose, et là le client te dit à 90%, je ne le voyais pas vraiment comme ça. Donc si on attend la fin du projet pour faire du maquettage, on est mal. Donc je dis vraiment une évidence, mais aujourd'hui, les méthodes agiles peuvent amener justement à ne pas assez montrer, paradoxalement. Et donc les méthodes agiles, c'est ça, c'est se voir très régulièrement, dès le début, montrer des choses, corriger, reprioriser, et au final simplifier le besoin du client par itération successive. Là, je suis plus dans le vrai. Là. Non. Question Grégory, donc pareil, qui nous a rejoint offreur de solutions avec CMS Automatisme. On dit que c'est simplifié, mais quand on en parle, l'adoption, elle est quand même lente par rapport à ces questions de transformation, justement, ou de révolution ou d'évolution. Effectivement. Allô. Christophe en parlait tout à l'heure et François également. Il y a une certaine lenteur dans l'industrie française. Alors,
Dans l'absolu, c'est beaucoup plus simple de partir d'une feuille vierge, d'accord, pour établir une usine nouvelle. Et tout dépend encore de ce qu'on appelle usine du futur dans l'industrie du futur. Donc il y a un consensus autour d'une définition à la française qui se veut des mots-clés comme performante, sûre, économe en énergie, avec l'humain qui est au centre, connecté, etc. Après, je voulais rebondir sur, il y avait une notion de... La plupart des industriels français sont peut-être pas encore à même et aptes à intégrer des technologies de l'industrie du futur ou l'industrie 4.0. C'est peut-être vrai pour la France, c'est pas tout à fait vrai pour l'Allemagne non plus. Et c'est deux définitions qui sont pas tout à fait les mêmes. L'Allemagne essaie de maintenir son avance technologique alors que nous, on essaie de la rattraper. Du coup, il n'y a pas les mêmes objectifs qui sont derrière pour intégrer des solutions technologiques. Et alors, 10 ans après, ça fait plus de 10 ans que le concept est né en Allemagne en 2011. On peut se rendre compte qu'il y a comme un sentiment d'échec dans la mise en œuvre des solutions technologiques, alors que derrière, il y a des vrais gains significatifs qui peuvent être mis en avant, notamment sur tous les outils du numérique. Donc on a parlé de jumeaux numériques, ça va permettre de gagner du temps dans la mise en service. Donc on parle de jumeaux en modélisation, en nombre numérique, en jumeaux numériques. Il y a également toutes les problématiques liées à la cybersécurité. Donc en amont de l'installation d'un système industriel, prévoir tous les mécanismes qui vont permettre d'assurer la cybersécurité, c'est fondamental. D'accord ? Alors que ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Après, il y aura des problématiques liées à l'interaction entre les opérationnels qui seront sur le terrain et les informaticiens. Donc, trouver des palliatifs une fois que le système est existant, ça va devenir beaucoup plus complexe. Voilà. Donc, peut-être dernier mot, je disais qu'on a encore cette chance aujourd'hui de participer à concevoir le monde de demain. Donc il faut en profiter. Les technologies sont plus ou moins mûres, même si certaines technologies ont ce qu'on appelle un cycle de l'effervescence qui peut être plus ou moins long ou pas forcément adapté au temps présent. C'est le moment où la technologie est mûre et où elle est industrialisable. On l'a vu il y a quelques années avec les cobots. Les cobots ont eu leur âge d'or il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, ça commence à revenir, mais certaines technologies ne sont peut-être pas mûres au bon moment quand on en a besoin. Même question que celle que je posais à Benoît avant. Quand des clients viennent vers vous, ils ont des fois des idées de solutions toutes faites. Comment vous remontez finalement pour aller creuser quel est le problème en fait? Comment ça se passe? Alors, toute la difficulté, c'est de savoir exactement quel est le besoin. Donc, c'est de capter le maximum d'informations, de proposer des solutions. Nous sommes intégrateurs de solutions. Donc, nous avons de l'expérience dans la machine spéciale pour identifier quels sont les besoins et comment tenter d'y répondre. Alors je dis bien tenter, parce que c'est des processus itératifs. Donc on propose des solutions, elles sont validées, on parlait de méthode agile. Donc avec le client, on va essayer d'interagir le plus possible pour pouvoir démystifier vraiment le besoin et répondre par rapport à des systèmes, des solutions existantes, quelles sont celles qui répondent au mieux à ce besoin. Et quand je le rappelais juste en intro, là, quand tu dis les fournisseurs sont nos partenaires, qu'est-ce que pour toi, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que les fournisseurs mettent du temps et de l'argent dans le développement de nouvelles solutions. Nous les intégrons. Donc nous profitons de leur avancée technologique pour avancer avec eux. Et inversement, les fournisseurs, lorsqu'ils mettent sur le marché des composants, quand nous les mettons en service et nous voyons qu'il y a peut-être des améliorations à faire, nous remontons cette information. Donc c'est un processus vraiment d'échange itératif, agile si on veut, pour essayer de faire avancer l'innovation. Et cette logique gagnant-gagnant, tu la trouves où tu veux l'impulser dans la communauté des offrants de solutions? Effectivement, on est plusieurs de la profession de la machine spéciale à interagir avec des fournisseurs, des partenaires comme on les appelle. Et tout à l'heure, la personne de la CCI a dit travaillant, seul, on peut aller plus vite. À plusieurs, on pourra travailler plus loin, aller plus loin. Et elle allait même jusqu'à dire seul, on avance, on va directement dans le mur, et à plusieurs, on peut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Donc l'idée, c'est de trouver un consensus autour des métiers et de la profession de la machine spéciale pour pouvoir répondre au mieux aux besoins des clients. Donc tu es dans une logique gagnant-gagnant, en gros, avec tes concurrents au sein de l'ACOS, en tout cas. Tout à fait. D'accord. Benoît, petite question. Comment on s'inscrit dans la durée quand on transforme? Parce que justement, on en parlait avant avec la CCI, il y a les rustines et puis après il y a la transformation justement. Du coup, par rapport à la notion de durée, c'est là où je pense qu'il y a tout ce virage accéléré par le Covid sur un monde meilleur, un monde durable. Donc moi je suis ingénieur agronome par exemple de formation.
Donc de base, je suis sensibilisé à faudrait que ça dure. Parfois, mes informaticiens techniques, ils vont m'attirer sur des outils et peut-être un peu trop chers. Donc c'est repenser ça et se dire, tiens, je vais faire du solide, du robuste, du évolutif, mais pas du jetable. Donc et ça revient quand même en amont sur ce qu'on s'était dit, démarche itérative avec les équipes, c'est construit avec les équipes et du coup, elles sont motivées pour continuer à faire évoluer ce bébé-là et pas se dire à un moment donné, tiens, au bout de 5 ans, il faut que je le jette. Donc c'est sortir de ce côté, voilà, je produis, je jette, et aller plus sur, effectivement, par l'agile, hein, itératif, sur du durable. Et avantage, démarche RSE, et je pense que c'est vraiment le contexte s'y prête beaucoup, me semble-t-il. Et comment ça se passe justement sur cette approche RSE? Parce que tu as ta vision côté Capcode, mais finalement, comment tu partages ou tu essaies de faire converger cette approche avec tes clients, des entreprises ou autres? C'est assez simple parce que, bon, moi je suis une petite boîte, vous me direz, on n'est pas des très grosses boîtes, mais là il y a des grosses boîtes. Mais à la fin, qu'on soit grosse ou petite boîte, je pense c'est vraiment dire j'ai la conviction. Donc moi, si je rencontre un client, c'est pas que je vais choisir les clients me choisissent bien évidemment, mais à un moment donné, il y a quand même ça. C'est se dire, est-ce qu'il y a cet intérêt RSE mutuel? Est-ce que nous avons envie de co-construire ensemble dans cette démarche-là? Voilà, ça veut dire qu'en faisant ça, tu te fermes certaines portes, mais tu t'en ouvres d'autres, et plus durables, je pense. Voilà. Christophe, on ne l'a pas trop abordé, mais tu as fait un raccourci de la démarche, mais on le voit et on le verra après sur la dernière table ronde, notamment autour de tout ce qui est un peu éco-psychologie des projets, éco-conception, éco-conception, etc. Comment cette notion RSE ou environnementale, notamment sociétale, est venue impacter les approches ou la démarche justement de transformation industrielle? Alors, en toute franchise, initialement, elle n'y était pas. Elle est arrivée il y a peu. Si on regarde un petit peu, on parlait d'une dizaine d'années par rapport à tout ce qui est digital, usine 4.0, enfin, etc. Et on parlait surtout de technologie. Et quand on parlait de technologie, on pensait process. Et tout ce qui était environnement, donc extérieur, on l'a dit, et même humain, c'était un peu occulté. Et on s'est rendu compte, et c'est pour ça que j'ai insisté lors de ma première intervention, sur le fait qu'il fallait absolument embarquer les équipes avec. Et alors ça, c'est pour l'aspect humain. Si on veut que ça aboutisse, c'est pas un choix, c'est une nécessité. Et l'aspect environnemental, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est primordial. Qu'aujourd'hui, si on va avoir un impact lorsqu'on produit quelque chose, qu'on va avoir une écoute côté consommateur, utilisateur, qu'il soit industriel ou finalement de la société, grand public, il faut avoir cette approche, alors, je veux dire, au-delà de l'aspect communication, pour nous, pour ceux qui nous succéderont. Donc on ne peut plus faire fi non plus de ce volet-là. On le voit d'autant plus actuellement avec l'actualité du moment que le coût de l'énergie est impactant même pour les industriels qui parfois décident même d'arrêter leur production pour une raison de coût énergétique, non pas parce qu'il n'y a pas de débouchés ou de consommateurs, mais tout simplement parce qu'ils ne sont plus en mesure de répondre et l'aspect environnemental est trop impactant pour eux. Du coup, cet aspect RSE est plus récent, mais doit faire partie intégrante de la démarche, qu'on soit utilisateur ou même offreur, puisque c'est un élément qui fait partie des échanges que l'on a lorsqu'on est offreur de solutions avec les utilisateurs qui vont implanter ou mettre en œuvre ces différentes solutions. Donc la démarche RSE fait partie intégrante de la démarche globale d'évolution, transformation. Ça dépend finalement du degré de maturité aussi et de l'écoute que chacun peut avoir à ce niveau-là également. Et côté justement Numéum, comment, sur la partie notamment formation ou sensibilisation, comment c'est cette notion facteur humain, environnement C'est des formations déjà, c'est du management en fait. Donc c'est arriver à sensibiliser déjà les équipes, être un exemple soi-même. Donc tout ça n'est pas si simple, c'est du quotidien. Mais effectivement, il y a de plus en plus de modules de formation à je te sensibilise à la RSE, ça démarre par l'interne, hein, parce que sinon on n'est pas cohérent vis-à-vis du client final. Et le numérique responsable, c'est un sujet, un vrai sujet côté Numéum ou côté vos clients C'est un vrai sujet, mais à un moment donné, on va aussi vendre. Donc aujourd'hui, la réponse, je ne l'ai pas en fait. Je ne l'ai pas. Mais ça me semble essentiel d'être en démarche. C'est un peu comme la RGPD. Est-ce qu'on a tout verrouillé au niveau cybersécurité? Bon, donc tous ces sujets de l'IA, de la cybersécurité et du développement durable, pour moi, l'essentiel, c'est d'être en chemin et de co-construire là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien parce que du côté de CMS, vous accompagnez justement vous essayez d'accompagner ce changement par la formation avec vos clients pour partager, converger sur une vision commune en tout cas des transformations à venir. Effectivement, on a parlé tout à l'heure d'acculturation. Donc on participe à la fois à des tables rondes comme celle-ci ou
à des webinaires, notamment celle organisée par la COS récemment. Nous participons également à des guides de vulgarisation de certains concepts, notamment par exemple la cybersécurité avec Captronic et le CETIM. Donc l'objectif, c'est d'acculturer en amont, de former les personnels en aval, une fois que la machine est livrée, former les opérateurs d'exploitation, les opérateurs de maintenance, les faire participer directement à la mise en service et à la mise en œuvre des installations pour avoir le meilleur retour d'expérience possible. François ? Peut-être une précision encore Oui, au niveau vas-y. académique également. Nous participons également. L'idée, c'est de participer au cursus académique, donc arriver directement à faire de la vulgarisation dans les cursus, les IUT, à l'université, les écoles d'ingénieurs, etc. Et de favoriser l'insertion d'apprentis directement dans l'entreprise. Alors juste question un peu à tous les quatre, mais peut-être pas tous les quatre vont répondre. Justement, parce qu'on voit bien sur ces questions de remise à niveau sur les nouvelles technologies, comment on fait avec les salariés de l'entreprise. Est-ce qu'on leur propose d'être ils sont à la bourre, en même temps il faudrait la formation continue, comment on fait? Alors, je vais me permettre de répondre parce que j'avais présenté le planning et c'était un vrai sujet parce qu'on a près de 900 employés sur site. Donc, vous imaginez bien qu'une transformation, on ne la conduit pas comme ça si on veut que tout le monde monte à bord. Donc, il y a eu des séances de formation, d'échange, d'explication justement du fameux planning, de la route que l'on souhaitait faire, comment on souhaitait le faire, avec qui on souhaitait le faire. Et puis, après, il y a des représentants parce qu'on ne peut pas faire des réunions avec tout le monde sur chaque sujet. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait un petit peu des représentants et que ça tourne, que ce ne soit pas toujours les mêmes, pour qu'il y ait une diffusion, finalement, une application de l'ensemble des ressources qui, du coup, comprennent la démarche, l'accompagnent. Et lorsqu'il y a une formation ou un accompagnement particulier à faire, même si ça vient de l'externe, ils le comprennent puisqu'on l'a vu arriver, on sait pourquoi c'est fait et finalement, on y adhère assez facilement. Donc, il y a un vrai travail d'accompagnement. Alors là, j'ai dit pour une grosse structure, mais finalement, pour une petite structure, c'est la même chose. C'est pour ça que je disais toutes les composantes de l'entreprise, mais au sens ressources humaines, doivent être impliquées pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice et se sente à bord de ce projet. Parce que si vous avez un des éléments qui se sent de côté, il va nécessairement dire « c'est pas pour moi puisqu'on ne m'implique pas ». Donc si c'est pas pour moi, vraisemblablement, c'est pas forcément une bonne décision. À tort ou à raison, mais on sait bien que quand on veut que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc le meilleur moyen, c'est encore que chacun se sente intégré dans cette démarche, et quelle que soit finalement la taille de l'entreprise, que ce soit un vrai projet d'entreprise, pour le coup. Alors question à François, justement tu as plusieurs casquettes, tu as été chef d'entreprise, donc tu as vu comment on embarque les salariés. Aujourd'hui, pour accompagner les entreprises, tu as été dans des organisations syndicales où je pense que ces questions se posent évidemment. Finalement, c'est quoi ton constat ou tes préconisations? Non, le constat, d'abord, sans préconisation, parce que je pense qu'il n'y a pas de solution universelle, en fait. Il faut surtout être agile, comme on le disait tout à l'heure, s'adapter à chaque entreprise. De toute façon, c'est bien le quotidien des PME. Je pense qu'il faut surtout ne pas avoir peur d'y aller, en fait. C'est un peu ce qu'on échangeait quand on s'en est parlé il y a quelques jours. C'est-à-dire que j'entends, moi, souvent, beaucoup de chefs d'entreprise qui se retranchent derrière ouais, mais moi, mes salariés ne sont pas prêts, en fait. Voilà, jamais on arrivera à faire embarquer nos salariés dans une solution digitale. Ils n'y arriveront jamais, c'est trop complexe, etc. Or, c'est faux, quoi. En fait, donc, s'il y a un seul message que moi, je souhaite passer avant de terminer, c'est celui-là. C'est-à-dire que c'est complètement faux. Tous vos salariés, aujourd'hui, quels qu'ils soient, sont dans un univers digital permanent, à titre personnel, soit pour leur banque, pour écouter la radio devant leur télévision, dans leur voiture ou quoi que ce soit, avec leur PC, avec leur smartphone. Et eux, ils sont prêts. Donc, charge à nous, après, effectivement, d'offrir une expérience utilisateur qui soit similaire ou assez proche, en tout cas, de celles qu'ils peuvent avoir dans la vie de tous les jours. Et je pense que c'est tout ce à quoi on s'efforce à chaque fois qu'on développe quelque chose, c'est-à-dire ne pas être des geeks et sortir des solutions uniquement pour se faire plaisir, mais des solutions qui rendent service aux salariés à qui elles sont destinées. Je pense que c'est le principal message qu'il faut que nous, on vous donne aujourd'hui à travers ces échanges et aussi à travers ce qu'on pourra vous présenter pendant le salon. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a une forme de nouveau contrat social finalement entre l'entreprise et ses salariés pour les embarquer dans ces transformations, pour pas que... enfin voilà, il y a la logique travail, il y a la logique vie privée. On a vu avec le Covid que tout ça, c'est quand même un peu bien mélangé. Je pense en tout cas qu'il faut, comme le disait tout à l'heure Christophe, penser organisation du travail en même temps qu'on pense solution digitale. Les deux sont liés définitivement, quoi. Donc effectivement, si on veut garder un système complètement hiérarchique, pyramidal, et en même temps essayer de mettre en place ces briques technologiques,
mon avis, en tout cas, et ma conviction, est que dans tous les cas, on va dans le mur. Après, je sais pas si quelqu'un d'autre. Je le prends là, comme il est au milieu. 2 exemples concrets de ce que tu dis, de passer à l'action. J'ai une jeune salariée qui me dit tiens, mais vous prenez pas le remboursement chez Capcode, enfin tu ne prends pas le remboursement sur Capcode de tout ce qui est vélo, que ce soit abonnement vélo, etc. Je lui dis oh, suis-je bête? Donc je lui ai dit je te le mets en œuvre, mais je mets en œuvre pour tous, c'est un oubli de ma part. Bon, c'est un exemple. Un autre exemple de dynamique collaborateur, c'est ce côté veille technologique. Parce qu'en général, les profils numériques, ils aiment bien cette veille technologique. Mais ceci dit, s'ils le font tout seuls, ça peut aller, donc je me fais que plaisir à moi. Donc ils ont mis en place une chaîne télé sur je ne sais plus quel canal. Bon, dommage. J'aurais pu Canal Code. Ça doit être ça. Et chaque semaine, ils se remettent en cause là-dessus. Donc ça veut dire qu'il y a un partage, ils sont confrontés vers l'extérieur. Et là, je vais leur mettre le sujet RSE dans les pattes. Ouais. Donc vous m'avez convaincu. Un témoignage. Petit témoignage aussi sur... alors, nous sommes intégrateurs de solutions innovantes. J'ai évoqué tout à l'heure la notion de partenariat avec les fournisseurs. Donc, quand nous mettons en œuvre des nouvelles solutions d'innovation qui représentent souvent jusqu'à une vingtaine, trentaine de pourcents dans les nouvelles machines, donc les collaborateurs vont se former auprès des fournisseurs. Donc encore doublement cette notion de partenariat. Donc nouvelles solutions, formation avec les fournisseurs pour être au plus près de la mise en œuvre des performances qui sont attendues par le système. Juste dernière question, oser la transformation de votre industrie. Tous les échanges que j'ai avec les industriels, enfin en tout cas dans 80% de mes échanges, notamment avec les réseaux d'industriels, grosse tension pour trouver des personnes, recruter du monde. Un mot sur la question, Christophe? À travers Gimelec notamment, enfin bon, ou Numéum. Gimelec, Numéum, en fait, quelle que soit la structure ou même l'entreprise, pour descendre, comme tu le disais, à un problème quotidien pour tout le monde, il y a un vrai besoin de formation. Alors aujourd'hui, il y a un déficit en termes d'image de l'industrie au sens large. Il y a un gros travail à faire et donc c'est une des missions aussi de l'Alliance Industrie du Futur. Donc rendre l'industrie un peu plus attrayante aussi pour les jeunes, parce qu'aujourd'hui il y a un déficit d'image, c'est un peu l'image d'Épinal, pour reprendre un terme proche de chez nous, alors c'est plus germinal, très honnêtement, et on parle beaucoup de digital, on parle beaucoup de numérique, des services innovants, donc il y a pour les jeunes vraiment de nouveaux sujets qui émergent également, alors au-delà de ceux qui peuvent naturellement aimer les métiers traditionnels, et on en aura toujours besoin, je rassure tout le monde, mais il y a de nouveaux métiers qui émergent sur le traitement de la donnée. On utilise des termes un peu anglophones, mais moi je l'ai francisé, qui aujourd'hui permettent de faire émerger de nouveaux métiers, même au sein de l'industrie, d'une entreprise, qui permettent d'attirer les jeunes. Mais charge à nous, industriels, de le faire savoir, déjà de communiquer, et charge aussi aux médias, parce que chacun doit porter sa croix, de communiquer un petit peu différemment aussi sur l'industrie, parce qu'on parle beaucoup de l'industrie qui détruit des emplois, rarement de celle qui en crée. Pourtant, aujourd'hui, tu le dis très justement, il y a un déficit de ressources et les jeunes qui sortent aujourd'hui n'ont aucune peine à trouver un point de chute. Au contraire, il suffit de regarder, je partage une petite expérience personnelle, mais si vous faites appel à un apprenti aujourd'hui, pour ceux qui ont assisté aux échanges, notamment avec l'IT2I en Alsace, pour rester proche, les apprentis en une semaine, tous les apprentis, quasi en une semaine, étaient casés, avaient trouvé un point de chute pour un apprentissage. Les industriels, les entreprises au sens large, ont besoin de ressources et sont prêtes à former, à accompagner, on l'a dit, tu l'as dit. Il faut aussi faire venir du sang neuf, un autre regard, et charge à l'entreprise, au sens large, d'accompagner cette démarche, cette évolution. Et tout ce travail aujourd'hui permet finalement d'essayer d'avoir un peu plus de ressources pour éviter cette fameuse tension, mais l'actualité étant mieux finalement pour les entreprises, ça marche plutôt pas mal, parfois un peu trop, qui génère certaines tensions sur certains composants. Néanmoins, la ressource humaine est une composante essentielle et il faut que chacun puisse investir dedans. L'éducation nationale en fait partie aussi, et c'est pour ça qu'il y a des échanges entre les industriels. Moi, j'ai l'occasion d'avoir des échanges également avec les écoles, qui ouvrent de plus en plus à l'apprentissage, je l'évoquais, mais les écoles au sens large pour ouvrir des cursus finalement qui correspondent aux besoins, qui soient plus pratiques, plus adaptés, peut-être un peu moins théoriques aussi, où chaque étudiant pourra trouver finalement un sens et s'orienter vers l'industrie en disant « Ok, ce n'est pas que le marteau, l'enclume ou je ne sais quoi, c'est autre chose aujourd'hui, il y a des métiers différents,
Et en fonction de ce que je souhaite faire, je peux trouver finalement mon bonheur, mon plaisir dans l'industrie aujourd'hui. Et je ne suis pas forcément obligé de m'orienter uniquement vers le système bancaire ou je ne sais quoi qui fait toujours un petit peu rêver. Tu parlais de bonheur, tu parlais de plaisir. Peut-être qu'il y a des questions dans la salle. Ah, Karim. C'est un sketch. C'est toi qui as commencé. Merci. Oui, bien sûr, j'adhère tout à fait avec ce que vous dites. Il est bon de rappeler que l'Alliance a choisi Industrie du futur justement pour se démarquer de 4.0 parce que l'humain est au centre. Et des opérations dans le cadre de l'Alliance pour l'industrie du futur, une opération qui s'appelle Osons l'industrie, donc je vous invite à vous y rendre. Un certain nombre de documents sont à votre disposition. La maintenance des métiers d'avenir, les métiers de la production, les métiers du supply chain, les métiers du big data, et donc n'hésitez pas. Par contre, il faut utiliser un langage commun. Et là, j'ai entendu beaucoup de choses. Du digital numérique. Excusez-moi, mais il y a eu une publication au journal officiel du mois de mars 2021. Digital se traduit numérique. Le proctologue est un spécialiste du digital. Alors, je ne vous ferai pas le trophée du digital d'honneur qui va bientôt arriver, mais je vous laisse deviner. Donc, et pareil, alors pourquoi? Parce qu'avec mon prisme de maintenance, partout on entend parler de maintenance prédictive. Bon sang, mais arrêtons, la maintenance n'est pas une science divinatoire. Predictive maintenance, maintenance prévisionnelle. Alors moi j'avais une question par rapport aux jumeaux numériques. J'espère qu'avec les jumeaux numériques, on arrêtera de dire, et là je mets des bip-bip, pour qu'on n'entende pas les jurons, ça a encore été conçu par un ingénieur. C'est-à-dire l'intégration de la maintenance à la conception. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Alors, ce n'est pas que la maintenance. Hein. Oui, non, mais oui, ok, voilà, c'est une vision d'utilisateur. Voilà. Mais il y a différentes visions en fonction de qui utilise justement ce fameux jumeau numérique qui peut être dès la conception, au niveau du bureau d'études, au niveau de la recherche, au niveau de la maintenance, au niveau de la formation. Il y a différentes utilisations de ce fameux jumeau numérique. Après, pour les anglicismes, bon, on est dans un monde malgré tout mondial, donc vous nous excuserez, mais effectivement, la langue française est là, mais il faut aussi parfois arrêter de se regarder le nombril. On est dans un écosystème global, donc on a le droit d'utiliser des mots francisés, mais je pense que tout le monde comprendra les mots anglais. Et du coup, pour tenter de répondre à cette question, alors dans notre processus de conception, nous essayons au maximum de prendre en considération la maintenance préventive, cette fois-ci effectivement conditionnelle, certainement très en amont. Donc l'idée c'est d'avoir des indicateurs qui soient remontés directement sur la machine pour pouvoir anticiper des pannes. Alors pas prédire, je fais un petit peu exprès, mais voilà, l'idée c'est d'avoir le maximum d'informations en amont pour pouvoir aider et assister l'opérateur de maintenance pour pouvoir à la fois diagnostiquer et réparer. Donc avec tout ça, il peut y avoir la maintenabilité. Donc ça passe par du diagnostic. Il y a des outils également comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée, qui permet de s'immerger dans le système, d'avoir des indicateurs directement visuels sur l'état de fonctionnement des systèmes. Satisfait, Karim? Ok, ben en tout cas, merci à vous. Il y a peut-être une question autre dans la salle? Non? Bon, ok, ben, je vous propose de clore.